Merci d'être avec nous et bienvenue à cette émission spéciale consacrée à la lutte contre la pneumonie. Comme vous le savez, les 12 novembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre la pneumonie et nous avons saisi l'occasion pour organiser cette émission pour recevoir les invités, les spécialistes en la matière, un peu pour avoir une idée sur ce qui se passe sur le terrain pour sauver les vies de nos enfants. Et c'est donc la tranche la plus touchée, la plus exposée à la pneumonie. Nous avons sur ce plateau le directeur du Programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës, Dr Jean-Fidèle Ilunga. Il est accompagné du directeur programme signature à Save the Children, Dr Papa Chimère Diaw. Nous avons également Dr Lydia Kamoulongo, elle est spécialiste en santé à l'UNICEF et c'est d'ailleurs ici à l'UNICEF que nous organisons cette émission avec nos 3 invités. Nous aurons toutes les informations liées à la pneumonie. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de ma consoeur Suzingoy de la RTNC. La première question, je voudrais la poser au gouvernement qui est représenté ici par le programme, par les directeurs. Bonjour directeur, merci de répondre à notre invitation. Nous voulons un peu savoir pourquoi avoir consacré tout un programme pour lutter contre les infections respiratoires aiguës en RDC. Merci beaucoup. Consacrer tout un programme pour lutter contre la pneumonie, c'est parce que la pneumonie est une des grandes maladies qui tue les enfants dans notre pays. Non seulement les enfants, aussi les adultes et les personnes de 3e âge. Étant une maladie qui tue beaucoup. Les estimations donnent autour de 40 000 enfants qui meurent chaque année de cette maladie. 40 000 enfants qui meurent dans un pays pour une maladie, c'est beaucoup. Et donc nous sommes parmi le pays, sinon le 4e, 5e pays au niveau mondial, dans lequel les enfants meurent de cette maladie qui s'appelle la pneumonie. Les gens sont habitués à parler paludisme, sida, tuberculose, mais la pneumonie, on l'oublie et pourtant elle tue sérieusement, surtout les enfants. Et qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Parce que vous êtes là pour lutter pour la prise en charge. Et ce que vous avez dit, la tranche la plus touchée, c'est la tranche que nous estimons vulnérable. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Et donc avant de répondre à cela, je parlais des chiffres globaux. Maintenant, il faut voir la répartition. Quelles sont les provinces, par exemple, pour nous, les provinces qui notifient le plus de cas? C'est d'abord la province du Nord Kivu. Nord Kivu, Sud Kivu notifie beaucoup de cas. Ensuite, il y a le Kasaï et le Kasaï central qui notifie également beaucoup de cas. Poussière de farine, que ce soit la poussière de n'importe quoi, quand ça entre dans vos narines, ça passe dans les poumons, ça va créer des dégâts au niveau des poumons et ça peut entraîner cette maladie. Les microbes vont se greffer à ces endroits et ça peut créer cette maladie. Un autre facteur environnemental, c'est le froid. Le froid de tout genre également. Que ce soit le froid de l'air, que ce soit le froid de ce que l'on consomme. Donc boire de l'eau très froide, de l'eau qui vient des congélateurs, peut facilement fragiliser nos voies respiratoires et faire maintenant pénétrer les microbes et on va faire la pneumonie. Vivre dans un environnement qui fait très froid ou alors subir un coup de froid. Vous voyez, on dit toujours qu'il ne faut pas exposer les enfants à un courant d'air. Donc le courant d'air va créer des irritations et ça peut entraîner. Ça, c'est l'environnement. Donc maîtriser cet environnement peut réduire facilement la survenue de cette pneumonie. Mais il y a également des facteurs médicaux. Les facteurs médicaux, c'est beaucoup plus la malnutrition. Les enfants qui sont mal nourris développent facilement la pneumonie parce qu'ils n'arrivent pas à se défendre contre les microbes qui peuvent les attaquer. Les personnes ou les enfants qui font l'infection à VIH-Sida, leur système de défense est faible et donc n'importe quel microbe peut facilement attaquer le poumon et donner la maladie. Il y a également les enfants drépanocytaires qui sont également des enfants fragiles. Ils font également beaucoup cette maladie. Et les enfants qui font la rougeole. Vous suivez que maintenant nous sommes dans un tableau d'épidémie de rougeole. Donc le cas de pneumonie chez ces enfants qui font la rougeole sera très fréquent. Ça, ce sont les facteurs médicaux qui font que quand la résistance du corps de l'organisme est faible, les microbes peuvent facilement se développer au niveau des poumons et donner la maladie. Vous avez parlé des cas recensés, le chiffre des cas recensés, mais quel est le taux de décès? J'ai dit que nous avons une mortalité qui va autour de 40 000
enfants qui meurent chaque année de cette maladie. C'est beaucoup. Si nous avons environ quelques millions, 3-4 millions de cas là, avec 40 000 décès, c'est beaucoup de cas. Alors, monsieur le directeur, dites-nous, est-ce que la RDC a-t-elle un personnel qualifié pour la prise en charge des enfants contaminés par la pneumonie? Contraintes que nous avons. Les premières contraintes, c'est le personnel qualifié pour la prise en charge des cas, et surtout les cas graves. Parce que quand nous parlons de la pneumonie, c'est la respiration. Et donc, quand l'enfant n'arrive pas à bien respirer, parce qu'il y a cette infection qui est dans les poumons, il faut qu'il trouve des personnes capables de bien les prendre en charge. Et nous arriverons à ce chapitre peut-être un peu plus bas par rapport à la prévention et la prise en charge. Je vais en parler. À entendre parler le directeur, on sent que la RDC a encore quelques difficultés dans la lutte contre la pneumonie. Alors, je me tourne vers vous. Vous qui êtes partenaire Save the Children, vous qui êtes partenaire du gouvernement, que faites-vous exactement pour accompagner la RDC dans cette lutte contre la pneumonie? Merci beaucoup, madame, pour votre pertinente question. Save the Children, comme vous le savez, c'est une organisation qui est tournée vers la protection des enfants, qui est tournée vers la protection des enfants et des mamans. Donc, si une telle maladie tue autant d'enfants, donc notre rôle, c'est d'accompagner le gouvernement dans la prise en charge correcte de cette pathologie. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est un appel à l'action. Nous avons lié un partenariat très fort avec l'UNICEF, qui est une organisation également qui s'occupe des enfants, pour dresser un front avec le gouvernement pour s'attaquer aux problèmes qui touchent les enfants, à savoir la pneumonie, qui constitue actuellement la deuxième cause de mortalité chez les enfants et qui peut être évitée facilement. Donc, pour dire que nous, notre action, c'est un appel à l'action, donc nous avons signé ce partenariat-là pour déjà faire un plaidoyer très fort au niveau international, pour déjà alerter sur la situation de la RDC. Et c'est ça qui fait qu'actuellement, la RDC fait partie des 9 pays où le taux de mortalité lié à la pneumonie est le plus élevé. Et donc, c'est un des pays phares qui est accompagné par la communauté internationale. Et pour ça, il y a un grand forum qui va se tenir à Barcelone en fin février, en janvier, du 29 janvier au 31 janvier. Et on voudrait avoir la présence du ministre de la Santé pour porter le plaidoyer de la République démocratique du Congo, pour porter le plaidoyer auprès de la communauté internationale, pour mobiliser plus de fonds, mais également alerter sur la situation de la pneumonie qui continue à tuer des enfants et que c'est une situation qu'on peut redresser plus facilement. Donc notre action, c'est un plaidoyer au plus haut niveau, mais également des actions sur le terrain. En dehors de ces plaidoyers, nous accompagnons le gouvernement, comme on l'a dit, dans la formation des prestataires pour une meilleure prise en charge des enfants, mais également nous les accompagnons au niveau communautaire pour une détection beaucoup plus précoce des cas, parce que comme a dit le docteur Jean Fidèle, plus les cas sont détectés tôt, mieux on peut les soigner et ça ne va pas évoluer vers la complication. Donc c'est pourquoi nous, on accompagne sur le plan de la prévention, de la prise en charge, mais également sur la recherche de fonds pour accompagner ce gouvernement. Aujourd'hui, nous célébrons la 11e journée de lutte contre la pneumonie. Mais dites-nous, pendant 11 journées déjà, donc on peut dire 11 ans, pourquoi n'y a-t-il pas un grand changement? Alors vous, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain en tant que partenaire? Oui, nous, ce qu'on a constaté une réelle volonté politique de changer les choses. Le gouvernement a la volonté de changer les choses. Et Save the Children, sentant ce fort engagement, s'est mis à côté du gouvernement et à côté de l'UNICEF pour prendre à bras le corps ce problème.
Donc ce que nous avons constaté, c'est un changement. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience sur cette pathologie qui est restée longtemps ignorée par les populations, mais également par les gouvernements. Maintenant, on veut le redresser parmi les priorités comme le paludisme, comme le VIH-Sida, comme la tuberculose. On n'en parle pas suffisamment par rapport à la pneumonie. Donc notre objectif, c'est d'en parler plus pour que les gens soient plus conscients du problème, mais également que des ressources plus substantielles soient mobilisées pour lutter efficacement contre la pneumonie. Madame Lydia, vous êtes pourtant congolais, puisqu'il s'agit de notre pays. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre apport dans la lutte contre la pneumonie, les infections respiratoires aiguës en RDC? Merci Madame pour la parole. Alors, je veux faire un petit résumé de l'appui de l'UNICEF en RDC au programme santé. En fait, l'UNICEF est engagé à appuyer la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire que le gouvernement a défini comme outil de mise en œuvre de sa politique nationale en matière de santé, compte tenu du diagnostic sectoriel qui a été fait et compte tenu des besoins prioritaires en matière de santé de l'enfant en RDC. Alors ce plan national de développement sanitaire définit 3 axes stratégiques prioritaires pour lesquels l'UNICEF est aussi aligné à accompagner la mise en œuvre de ces axes prioritaires. Le premier axe, c'est l'amélioration des prestations des soins et de la qualité des services. L'amélioration des prestations de services de santé et continuité des soins de qualité offerts à la population congolaise. Le deuxième axe est l'axe en rapport avec l'appui au système, aux différents piliers du système. Et le troisième axe cible le renforcement de la gouvernance. Alors, UNICEF et Pneumonie, nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement. Nous accompagnons le gouvernement dans son programme à travers l'appui aux prestations des services. Donc nous sommes dans plusieurs zones de santé, dans plusieurs provinces, avec un partenariat stratégique avec différents partenaires où nous renforçons les capacités des prestataires, des formations sanitaires à offrir des soins à tous ces enfants qui sont identifiés. Nous avons également un grand volet qui est un volet de approvisionnement en médicaments intrants. Ça, c'est aussi une grande composante à l'UNICEF et nous fournissons des approvisionnements des médicaments qui sont des médicaments appropriés pour lutter contre la pneumonie. Et nous appuyons également la stratégie de la prise en charge des maladies intégrées au niveau communautaire et sur base d'un partenariat qui est assez fort avec d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Dans la prise en charge des enfants, on développe des stratégies pour pouvoir capitaliser et rationaliser les ressources. Donc on fait cette enveloppe commune pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de ressources spécifiques pour chaque maladie, et c'est des dépenses, étant donné aussi que c'est coordonné et c'est intégré. Donc la prise en charge intégrée prend en compte le paludisme, la diarrhée, la pneumonie et même la malnutrition aiguë au niveau communautaire. Est-ce qu'on peut connaître le taux de couverture de services de santé en RDC par rapport à la pneumonie? Le gouvernement de la RDC, le taux de couverture actuellement doit être autour de 41%, 40-41% et varie. C'est déjà des efforts considérables que le pays est en train de fournir, mais beaucoup reste encore à faire pour pouvoir étendre cette offre de services afin que nous puissions atteindre la couverture sanitaire universelle. Comme vous savez, selon la vision non seulement mondiale, mais la vision aussi du président de la République, la vision du gouvernement actuel, c'est d'amener, de mettre en place des stratégies pour amener le pays vers l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Tout à l'heure, vous avez dit que parmi les causes, vous avez énuméré quelques facteurs qui favorisent la propagation ou bien la propagation de la maladie. Il s'agit notamment de la fumée. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites sur le terrain pour sensibiliser? Parce que là, vous nous avez parlé de la prise en charge, comment ça se passe, comment les partenaires vous soutiennent. Mais je crois que la communauté a sa part des responsabilités.
On a la fumée pratiquement partout. Les gens ne savent pas où ils peuvent brûler. Ils ne savent pas que c'est nuisible à la santé, surtout à la santé des enfants. Que fait les programmes? Est-ce qu'il n'y a pas des mesures un peu dures, permettez-moi le terme, pour empêcher et interdire ce genre de pratiques? C'est là, effectivement, qu'il y a la question de la multisectorialité. C'est-à-dire que le ministère de la Santé a les prérogatives d'établir les directives, les normes et de sensibiliser la communauté. Mais les autres axes de coercion, de surveillance, de mettre les gens sous pression, ce sont d'autres secteurs. C'est comme ça que, même pour cette journée, nous pensons que le partenariat et la multisectorialité, ce sont deux choses qu'il faut vraiment valoriser pour que chaque secteur arrive à réaliser ce qu'il peut réaliser et afin que nous puissions arriver à un résultat qui soit efficace. Mais sinon, pour nous, en tant que ministère de la Santé, on a des directives très claires sur les comportements des ménages, le comportement public. Et ces directives sont transmises au niveau de chaque province. Et les provinces travaillent en termes de niveau opérationnel qui est la zone de santé. Et donc ce sont les zones de santé qui essayent de faire quelque chose dans ce sens. Surtout, nous avons la composante communautaire, où il y a le relais communautaire qui sensibilise les ménages et les communautés sur les comportements appropriés que les gens doivent avoir pour éviter que la maladie ne soit là. Donc voilà un peu ce que nous sommes au niveau national. Et le niveau national, sa grande action, c'est établir les normes, les directives, vulgariser ces normes, les rendre disponibles au niveau opérationnel et les provinces et les zones de santé vont faire appliquer les choses. Vous le faites régulièrement. Est-ce que vous attendez seulement la journée de lutte contre la pneumonie? Comment vous le faites? Ok, merci beaucoup. Vous savez que la sensibilisation a un coût. C'est pour cela que l'on fait cette journée. On célèbre la journée, comme Dr Diaw l'a dit, comme Dr Lydia l'a dit, pour la mobilisation des ressources également. Si vous n'avez pas assez de ressources, vous ne ferez pas la sensibilisation efficace et à grande échelle. Le pays est très vaste. Et c'est comme ça que, n'ayant pas assez de moyens, en tant que programme, en tant qu'action, nous avons élaboré des directives. Et les directives ont été transmises au niveau périphérique pour que le relais communautaire puisse faire ce travail au niveau des ménages. Ça se fait à certains endroits et à d'autres endroits ça ne se fait pas parce que même cette activité communautaire a toujours besoin d'un peu d'appui. Donc la mobilisation des ressources est toujours nécessaire. Vous savez, quand je parle de médias, nous voyons les médias. J'aime beaucoup les médias et les médias sont toujours disponibles, mais les médias ont aussi un coût. Et donc s'il n'y a pas un fonds quelconque réservé pour autant des émissions sur l'année, vous n'entendrez peut-être pas ma voix parce que ces ressources ne sont pas rendues disponibles. Et donc je loue ce partenariat qui est en train de se mettre en place et c'est le résultat effectivement de la réflexion au niveau mondial et au niveau pays autour des journées mondiales de la lutte contre la pneumonie qui trouve qu'il y a des failles, qu'il y a des insuffisances de ressources pour que les gouvernements puissent vraiment mettre toutes les batteries en place pour que les actions soient efficacement menées. Donc jusqu'aujourd'hui, je sais qu'on a fait quelques moments de sensibilisation, mais qui ne pouvaient pas porter grande échelle. Moi, je voudrais poser la question au docteur Papa Diaw. Yeah. Oui. Comment la vaccination peut lutter contre la pneumonie? Parce que dans le calendrier vaccinal, il est écrit un vaccin contre la pneumonie. Je ne sais pas à quel âge qu'on donne à l'enfant, on administre à l'enfant. Et je voudrais un peu savoir, puisque ça fait la vaccination, on a toujours su que ça fait partie des éléments préventifs donc, pour prévenir la pneumonie. Exact. Puisque tous les enfants reçoivent le vaccin, donc à mon même avis, j'estime que les enfants ne pouvaient pas être nombreux à être touchés par la pneumonie parce que chaque enfant doit recevoir ce vaccin. Exactement. Et c'est comment le nom du vaccin? Voilà. Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Je pense que la vaccination constitue un des moyens les plus efficaces pour relever le niveau d'immunité de l'enfant, mais également lui permettre de combattre certaines pathologies.
Vous savez que l'enfant a un organisme très fragile. Donc, on doit le renforcer par la vaccination. Donc, il y a la vaccination contre la rougeole. On parle maintenant de la rougeole. On sait que la rougeole, c'est le boulevard qui mène vers la malnutrition. Donc, la malnutrition, un enfant malnutri, le docteur Ilunga l'a dit, c'est quelqu'un qui a une immunité faible et donc qui s'expose à... Donc, il y a le vaccin contre pneumococcique, hein, le polyvalent qui est commercialisé actuellement et qui a été introduit en RDC. Et donc, il y a d'autres vaccins qui luttent indirectement contre la pneumonie, mais je vous ai parlé des principaux vaccins qui sont là pour lutter contre la pneumonie. Donc, il faut dire qu'il y a un effort qui a été fait par le gouvernement. Les zones de santé font des efforts pour vacciner, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore le taux escompté. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des enfants qui restent non vaccinés et donc qui vont plus, voilà, c'est eux qui sont plus exposés à ces pathologies-là. Et donc nous lançons un plaidoyer auprès des mamans pour qu'ils amènent les enfants se faire vacciner dans les centres de santé et dans les hôpitaux de référence pour pouvoir sauver les enfants et contre la pneumonie. On aimerait quand même savoir que ces enfants-là ne sont pas vaccinés parce qu'il y a manque de vaccins ou c'est par résistance de certains parents? Je pense qu'il y a les deux. En fait, par rapport à la vaccination, il y a des ruptures en vaccin. Le pays est très vaste. Pour couvrir par moment le pays, ça demande beaucoup de moyens et je pense que les partenaires luttent beaucoup à côté du gouvernement pour apporter les vaccins dans les lieux les plus reculés. Mais il y a également les mamans qui ignorent l'importance de la vaccination et qui n'amènent pas les enfants à se faire vacciner. Et donc je pense qu'il y a un changement de comportement qui doit se faire et on doit continuer. Vous avez un rôle, la presse, à jouer pour pousser les populations à aller se faire vacciner. Et par rapport à la rupture de stock, qu'est-ce fait les partenaires? Il y a l'UNICEF Oui, je pense qu'il y a l'UNICEF qui est là, il y a Save the Children, il y a Gavi qui appuie beaucoup la vaccination. Et nous sommes en train de travailler avec le gouvernement justement pour prévenir ces ruptures-là. Mais ce n'est pas chose aisée. Donc nous continuons de travailler pour que tous les enfants soient vaccinés. Oui, c'était pour parler dans le même sens. En fait, il y a des efforts qui se font actuellement en termes de disponibilité de vaccins. Donc le gouvernement lui-même est suffisamment assez impliqué autour de ses partenaires pour assurer à ce que les vaccins soient disponibles dans toute la République. Ah oui, oui, tout à fait. J'ai une inquiétude, je voudrais que vous puissiez m'aider à affirmer ou contredire. Il semble que les enfants qui vivent dans les maisons, comment on dit, les maisons qui sont encombrées, sont aussi exposés à faire des infections respiratoires. Est-ce vrai? Or, tout à l'heure, parmi les éléments que vous avez évoqués, vous n'avez pas parlé de ça, vous avez parlé plus de la fumée, de l'environnement. Il semble que les enfants qui sont dans les maisons qui ne sont pas la promiscuité, les maisons qui ne sont pas suffisamment aérées sont exposées à faire la pneumonie. C'est très exact. Donc, la promiscuité est un élément très très important également dans les faits sociaux de la maladie. C'est pour cela que je parlais de la multisectorialité. Vers la fin, on pourra en parler. Et nous sommes en synergie maintenant avec le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Environnement, pour essayer de consolider des actions qui peuvent aller dans tous les sens. Parce que quand nous parlons de la promiscuité, ça veut dire une petite chambre, un petit espace, plusieurs personnes à l'intérieur. Et plusieurs objets. Donc l'encombrement. Et l'air, parce que les poumons ont besoin d'un air pur, un air qui donne la bonne santé. Et quand vous êtes dans un espace très étroit, mais vous êtes très nombreux, ça c'est le phénomène beaucoup plus de Kinshasa également, où vous avez des petites maisons avec des petites portes et des petites fenêtres. Et donc, et les maisons qui
vous avez la porte qui s'ouvre sur un mur ou une autre maison. Donc il n'y a pas l'air qui traverse l'espace de la maison. Et à l'intérieur, souvent, ce n'est pas pour dénigrer, mais il y a beaucoup de ménages que quand vous le voyez le matin, vous ne savez pas où est-ce qu'ils ont dormi. C'est le matin quand on sort, mais on sort à une quinzaine dans une petite chambre. Et actuellement, on appelle les gens, certaines personnes les appellent les Salomons. C'est ceux qui dorment au salon. Et ces salons-là étaient étroits, avec les tables, les chaises, les sacs de foufou, les habits. Et maintenant, les gens respirent et ils se transmettent facilement les microbes. Et toute la nuit, ils sont dans cet espace qui n'a pas assez d'air, mais dont la poussière des sacs de maïs qui sont à côté, sacs de braise qui est à côté, cette poussière-là, ils le respirent toute la nuit. Et le matin, ils se lavent le corps extérieur, mais le corps intérieur n'a pas été lavé. Et c'est l'entassement de toutes ces poussières, de la fumée, de tous ces microbes que l'on se transmet l'un à l'autre. Tu sais que chacun de nous a des microbes dans le voie respiratoire, dans le nez, la bouche, nous en avons. La gorge, c'est plein de microbes. Mais ces microbes sont déjà habitués à notre organisme, nous vivons avec. Mais parfois, ce que moi je peux transmettre à quelqu'un d'autre, que moi j'ai maîtrisé, peut ne pas être maîtrisé par la personne. Et c'est ça l'effet de la promiscuité. Donc les gens qui dorment ensemble très nombreux, qui vivent ensemble très nombreux, il y a le partage de tous ces microbes et l'aération qui n'est pas bonne, c'est l'environnement également. Vous avez parlé de la vaccination qui est un moyen efficace, qui est également un moyen efficace pour la prévention. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différentes étapes de traitement au cas où une personne est contactée? Je vais d'abord dire qu'en termes de comment éviter que la maladie ne soit, je parlais qu'il faut éviter d'exposer les enfants ou même nous tous à la fumée. Il faut vraiment éviter. Et surtout les fumeurs qui fument à l'intérieur des maisons. Si vraiment il faut fumer, prenez un peu la plus grande distance que l'on peut prendre, plus loin de la maison. Parce que la fumée se concentre plus grandement dans un espace avec mur que dans l'environnement extérieur. Évitez de prendre tout ce qui est froid. Aujourd'hui, c'est dangereux de voir les petits bébés, les enfants, aller à l'école avec des glaçons. Et en train de sucer les glaçons, quelle que soit la forme, soit avec jus ou quoi, sur la route en train de sucer. Les gens ne savent pas ça, c'est dangereux, c'est le refroidissement de voies de poumons et ça peut provoquer ces maladies. Il faut éviter ça. Et il faut éviter l'exposition à tout ce qui est poussière. Arroser toujours la parcelle, arroser la maison avant de balayer. Et pousseter, quand vous époussez tout ce qui est dans la maison, il faut que les enfants soient à l'extérieur jusqu'à ce qu'à un moment, vraiment, il y a la poussière qu'on ne sent pas. Ça, ce sont les premières choses. Il y a également l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Très, très efficace. Ça veut dire si l'enfant qui naît aujourd'hui est gardé seulement sous l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois, il reçoit beaucoup d'anticorps. Les anticorps, ce sont les substances naturelles, mais qui défendent l'individu contre les microbes. Et donc, même si l'enfant est attaqué par les microbes, ces anticorps qu'il a reçus du lait maternel va les protéger et ça peut aller jusqu'au-delà de 6 mois, l'enfant sera suffisamment protégé. Mais il y a également l'alimentation, la nutrition. La nutrition, comme on l'a dit, des enfants qui sont bien nourris, avec tous les éléments nutritionnels qui sont en très bonne santé, se défendent plus que les enfants qui sont dans l'état de malnutrition. Donc ça, les communautés peuvent le faire, les familles peuvent le faire. Il y a également la vaccination, comme on l'a dit. Nous avons plusieurs vaccins qui défendent. Vous savez, quand on donne seulement le BCG, le BCG c'est contre la tuberculose. Mais la tuberculose a aussi comme expression la pneumonie. La plupart des gens qui font la tuberculose font la pneumonie. Et donc, les enfants qui sont vaccinés avec le BCG, ce sont des enfants qui peuvent ne pas faire la tuberculose. Et donc, il y a déjà une partie de la pneumonie qui ne va pas être développée. Il y a également l'antipneumocoque dont on a parlé, celui-là, il est plus spécifique parce que c'est les microbes les plus fréquents qui développent la pneumonie. Mais il y a aussi l'hémophilus influenzae.
qui est aussi un autre microbe. Et nous avons ce vaccin-là au pays. Et donc, quand les enfants reçoivent ça, ils sont protégés contre une série de microbes. Le vaccin contre la rougeole, tout ça, c'est vraiment des choses. Voilà, donc c'est important que les enfants soient correctement vaccinés. La pneumonie et l'asthme, qu'est-ce qui diffère? Quelle est la différence entre la pneumonie et l'asthme? Parce qu'il semble qu'ils ont pratiquement le même symptôme et ils se manifestent pratiquement de la même manière. Quand est-ce que la maman peut savoir au niveau de la communauté que ça, il s'agit de l'asthme, il ne s'agit pas de la pneumonie? La petite différence, c'est seulement le bruit à la respiration. Mais le reste des signes sont les mêmes. Parce que le signe de la pneumonie, c'est la toux. Le signe de la pneumonie, c'est la respiration rapide. Donc quand vous voyez un enfant qui tousse et qui commence à respirer rapidement, que d'habitude, il faut déjà suspecter la pneumonie. Le signe de la pneumonie, c'est le tirage du thorax, de la poitrine. Quand l'enfant respire, vous voyez que son thorax s'enfonce. Ça, c'est un signe. Chez les plus grands enfants, vous pouvez avoir la douleur. Il vous dit qu'il a mal au niveau de la poitrine et la fièvre. Donc ça, ce sont les mêmes signes que l'on peut également retrouver dans d'autres choses. Mais l'asthme va plus donner un bruit, comme des sifflements, à la respiration. Ça, pour quelque chose que l'on peut entendre, si ça s'entend, on peut croire que ça c'est l'asthme. Mais si ça ne s'entend pas, il faut d'abord considérer que c'est une pneumonie. Et donc au niveau de la communauté, nous partons déjà avec la théorie de la pneumonie, parce que c'est ces signes qui fait que l'enfant peut mourir plus facilement que de continuer à vouloir faire trop de différences entre l'asthme avec Parlez-nous alors maintenant du traitement. Oui, la prise en charge, c'est très simple, mais elle est aussi complexe. Quand la pneumonie n'est pas très grave, on donne seulement l'amoxicilline. Mais pas au niveau de la communauté, il faut nécessairement... Ah, c'est ça, c'est pour ça que je vais dire. Donc le premier soin, c'est reconnaître que mon enfant est malade. Dès que je vois qu'il tousse, il respire rapidement, je dois l'amener au centre de santé. Et quand vous l'amenez au centre de santé, ce que je vais dire maintenant, c'est pour ceux du centre de santé ou de l'hôpital. Quand la maladie n'est pas très grave, on donne l'amoxicilline, on soulage la respiration de l'enfant. Mais quand c'est très grave, c'est-à-dire que maintenant l'enfant a des difficultés majeures de respirer. Donc il faut le mettre sous un traitement avec les antibiotiques injectables. Là, on ne peut pas le suivre en ambulatoire. On l'hospitalise, on lui donne des antibiotiques injectables. Il y a aussi la nécessité de mettre cet enfant sous oxygène. Et c'est là que je voulais parler de défis plus tard. Donc cet enfant qui respire mal, il doit être assisté avec de l'oxygène. À ce moment-là, l'enfant sera soulagé plus rapidement, maintenu en vie et il va continuer sa vie. Quand est-ce que ça devient irréversible, la maladie? L'irréversibilité, ce sont des indices très difficiles. Très, très difficiles, mais il faut toujours recourir à temps. Parce que la grande irréversibilité, ça veut dire quand les cœurs et les poumons ne savent plus fonctionner. Et à ce moment-là, au lieu de respirer rapidement, le malade va commencer à respirer très lentement. Et souvent, quand vous voyez un enfant qui se bat encore pour respirer, c'est bon. Mais quand il cesse de se battre pour respirer et que ça devient maintenant trop lent, il est devenu très faible, le danger est presque à la porte. Le traitement prend combien de temps? C'est un traitement de 5 jours pour les cas moins graves. C'est un traitement qui va jusqu'à 10 jours pour les cas graves. La pneumonie est contagieuse? Oui, elle contamine. Comment? Ah oui, comme on parle là, les gouttelettes qui vont partir de chez moi, si j'ai les microbes là, si ça passe chez toi, tu peux le faire. Et c'est pour ça qu'on parle de promiscuité. Parce que s'il y a un qui a les microbes comme ça, quand il respire ou il tousse, c'est des microbes. Hein? Ça se contamine dans l'air. Le traitement est gratuit? Le traitement n'est pas gratuit. Parce que c'est coûteux. Hein? Il faut avoir les antibiotiques qui coûtent cher. Voilà pourquoi. Pas nécessairement. Ce n'est pas les antibiotiques qui coûtent cher. Je pense que c'est pour ça qu'on fait le plaidoyer pour dire que ça va coûter cher quand on attend que ça devienne grave. Mais quand c'est l'enfant qui tousse, qui respire rapidement et qu'on l'amène, on va utiliser l'amoxicilline buvable. Et actuellement, nous avons l'amoxicilline comprimée dispersible qui coûte très moins cher. Et c'est des petites doses, donc avec 3, 4, 5 comprimés, vous pouvez déjà guérir un enfant s'il est tout petit. Avec 10 comprimés, 20 comprimés, vous avez déjà sauvé un enfant plus grand.
Donc c'est ça qu'il faut faire. Donc le recours aux soins et à temps est très important pour nos familles, qu'en enfant tous. Et quelles sont les analyses qui peuvent être faites pour confirmer qu'il y a pneumonie? Est-ce que c'est par simple examen clinique ou il faut une radiologie? Qu'est-ce que vous avez approfondi? L'examen spécifique, c'est la radiologie. Mais dans les centres de santé, on ne tient pas beaucoup à cet examen. Un examen clinique complet peut déjà amener un prestataire bien formé, compétent, à savoir que c'est une pneumonie, les mains sous traitement. La pneumonie n'est pas héréditaire? Non, ce n'est pas héréditaire. C'est des choses que nous devons acquérir dans notre environnement, comme on vient de dire, et dans notre comportement. Alors, il y a peut-être le défi qui est majeur, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça. Le premier défi, c'est les défis communautaires. Les défis communautaires, c'est qu'il y a l'ignorance, mais il y a aussi la négligence. Donc c'est là que la sensibilisation est très importante, parce que non seulement que les parents ne connaissent pas beaucoup les signes de la pneumonie, mais ceux qui connaissent aussi, il y en a qui sont négligents. Quand l'enfant tousse, quand l'enfant a des difficultés de respirer, on le garde à la maison. Et il y en a qui osent l'automédication. Ah oui, il y a l'automédication, il y a les traitements traditionnels, il y a les copies de traitements. L'enfant de tel avait fait ça, moi aussi je fais. Et donc tout ça, ça fait qu'au niveau communautaire, il y a déjà un problème. Et la sensibilisation est capitale pour nous, pour atteindre chaque ménage et donner le message. Le deuxième défi remonte maintenant au niveau des structures d'accueil. Un enfant qui fait la pneumonie, il faut qu'il trouve le médicament. Et le médicament dont on a parlé, l'amoxicilline, le pays actuellement, par exemple, nous sommes autour de 60% de disponibilité de cette molécule. Donc ça veut dire qu'il y a 40% d'indisponibilité. Et quand le produit est indisponible à 40%, donc vous ne pouvez pas couvrir toute la population. Ça, c'est un défi pour le traitement. Ça manque à beaucoup d'endroits. Et le plus grand défi également pour nous, que je dis souvent aux voyageurs, en RDC, c'est l'oxygène. C'est-à-dire, si votre respiration devient difficile, et qu'il y a besoin que vous soyez assisté, qu'on vous place un peu l'oxygène, que vous respirez, que vous puissiez récupérer, cet oxygène-là n'est disponible dans notre pays qu'à moins de 10%. Moins de 10% de disponibilité. Ça veut dire 90% d'indisponibilité. Et actuellement, nous avons des provinces dans lesquelles ce matériel n'existe pas. Et donc, si tu vas faire de l'aventure dans cette province-là, et que ça te pique, la complication respiratoire, on ne sait pas te mettre sous oxygène, le temps de vouloir quitter, la respiration ne pardonne pas. La respiration, c'est quelque chose que dans quelques secondes, si ça veut s'arrêter, ça s'arrête. C'est différent des autres maladies pour lesquelles on peut prendre assez du temps. Mais si la respiration se bloque, la vie aussi s'arrête. Donc, le manque d'oxygène dans notre pays aujourd'hui, c'est les champs de bataille pour lesquels on peut se dire il ne faut pas qu'on continue à accepter toute une province qui n'a pas de capacité d'offrir de l'oxygène à quelqu'un qui est en difficulté. Ça, c'est inacceptable. Et pour ces défis majeurs, les partenaires, est-ce que le gouvernement peut compter sur eux? Oui, en fait, allez-y. Merci. En fait, c'est une question qui appelle à la mobilisation à l'action, en commençant par la mobilisation des ressources locales, des ressources domestiques et des ressources extérieures. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons répondre aux besoins prioritaires des enfants en matière de santé en RDC. C'est vraiment un appel à la mobilisation des ressources et à l'implication de tous les secteurs, de tous les partenaires et du gouvernement lui-même, un appel à l'action. Donc, merci beaucoup. Ce que je voulais ajouter, c'est que nous lançons un appel pour l'action maintenant. Nous connaissons le problème, nous devons agir. Et pour agir, il faut que tous les partenaires soient à côté du gouvernement pour mobiliser les ressources. Et donc c'est pour ça que je rappelle que du 29 au 31 à Barcelone, il y aura une grande conférence qui va abriter plus de 300 partenaires, les plus grands partenaires qui seront là pour voir comment prendre en charge ces besoins des pays. Et on ne voudrait pas que la RDC soit absente. Et c'est une occasion pour nous également de réitérer notre invite à l'endroit du ministre de la Santé pour qu'il soit présent ce jour-là pour défendre les causes de la RDC,
mais également pour pouvoir mobiliser des ressources pour les enfants du Congo, de la République démocratique du Congo. Merci. Merci, le message est passé. J'espère qu'on est à la fin de notre émission. Nous voulons vraiment vous dire merci, directeur, pour votre disponibilité, accompagné des partenaires. À moins que vous ayez un tout dernier mot, avant que nous puissions nous séparer avec vous, parce que c'est votre journée, donc c'est vous qui êtes à l'honneur. Merci beaucoup, madame. Alors, le mot, c'est un plaidoyer à l'endroit de médias. Est-ce que les médias peuvent s'ouvrir pour nous aider dans la sensibilisation? Donc, si les médias sont ouverts, nous pouvons travailler ensemble et sensibiliser plus que d'attendre seulement les jours comme celui-ci. Mon deuxième, c'est sur le plan de la multisectorialité. J'insiste beaucoup. Nous sommes là en tant que ministère de la Santé. On peut apporter des médicaments, on peut traiter, mais tant que les enfants vivront dans un environnement qui n'est pas sain, qui n'est pas favorable, les médicaments vont même s'épuiser. Il y aura des stocks et des stocks de dépenses. Et donc nous insistons sur d'autres secteurs qui ont la charge de soigner notre environnement, de nous offrir un environnement propre. La pneumonie va chuter. Elle peut chuter d'elle-même si seulement notre environnement est déjà propre. Et au ménage, c'est de respecter le principe d'une vie saine et de faire vacciner chaque enfant. Et ça marchera. Merci, le message est passé. On espère que tout le monde a compris que tout le monde doit mettre la main à la pâte pour lutter contre la pneumonie, en commençant par nous. C'est pour vous dire qu'on est là, la raison pour laquelle on a organisé cette émission. Donc on est prêt à vous accompagner pour sensibiliser la communauté. Nous sommes à la fin de notre émission, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous avons parlé de la pneumonie parce que nous sommes en pleine journée, en pleine célébration de la journée mondiale de lutte contre la pneumonie. Elle est célébrée tous les 12 novembre de chaque année et nous avons saisi cette occasion pour avoir les spécialistes en la matière sur ces plateaux pour nous parler de ce qui se passe sur le terrain pour sauver les vies de nos enfants qui sont les personnes les plus touchées, exposées à la pneumonie. Et je rappelle que nous avions sur ce plateau le directeur du programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës, Dr Jean-Fidèle Ilunga. Il était accompagné du directeur programme signature à Save the Children. Il s'agit du docteur Papa Chimère Diao. Et nous avions aussi docteur Lydia Karulongo. Elle est spécialiste en santé ici à l'UNICEF. C'est d'ailleurs ici que nous avons organisé cette émission. Nous disons aussi merci à l'UNICEF qui a permis que nous puissions avoir tous nos invités et parler de cette question qui est capitale pour la vie de nos enfants. J'ai dit merci à ma consoeur, Suzy Ngoï, qui m'a accompagnée. J'ai dit également merci à vous tous qui avez été là pour nous donner toutes les informations. Restez branchés dans nos différentes chaînes et à très bientôt. Au revoir. Merci.